Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce lundi, les commissariats seront-ils bloqués après-demain? C'est la menace brandie par plusieurs syndicats de policiers. Ils réclament de la considération et de meilleurs salaires. La très grande complexité de la prime versée aux salariés qui gagnent le SMIC. Certains ne la toucheront pas, mais 5 millions de foyers seront concernés. Attention, ils ne percevront pas tous 100 €. Enfin, nous vous aiderons à y voir plus clair et François Langlais nous dira comment le gouvernement compte financer les 10 milliards de dépenses annoncées par Emmanuel Macron. Combien a coûté le mouvement des Gilets jaunes? Les commerçants, les sociétés d'autoroutes présentent la facture ainsi que les assureurs. Dans ce journal également, une maison neuve et confortable pour moins de 100 000 €, c'est ce que proposent les constructeurs. Vous verrez comment ils s'y prennent pour casser les prix. Enfin, un peu de douceur et de fondant, vous découvrirez les coulisses de la plus grande chocolaterie de France. Reportage à déguster à la fin de ce journal. Ils n'arborent pas de gilets jaunes, mais eux aussi sont en colère depuis le début des barrages et des manifestations. Il y a un mois, les policiers ont été très sollicités, parfois jusqu'à l'épuisement. Et aujourd'hui, ils réclament de la reconnaissance et de l'argent. Annie Bazar, Alexandra Guillet et Laura Ada. 5 semaines de mobilisation et d'affrontements pour contenir la colère des Gilets jaunes. Des journées à rallonge, sans rémunération supplémentaire, sans pouvoir récupérer. CRS, policiers et gendarmes tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme. On est au-delà de 35 heures supplémentaires en 12 jours, sachant qu'on exécute déjà des semaines à 47 heures. On est grosso modo dans une tranche de 70 heures par semaine, avec un jour de repos hebdomadaire. Des forces de l'ordre sous pression depuis 2015. Plan Vigipirate, mouvements sociaux ou encore plus récemment, l'attaque de Strasbourg. Les équipes sur le terrain réclament plus de reconnaissance et plus de moyens matériels pour leur sécurité. Il n'est pas rare qu'on soit obligé d'investir sur nos propres deniers. Ça va être surtout les chaussures. Après, sinon, ça va être des lunettes de protection balistique pour protéger les yeux. Parce qu'on nous en fournit, mais elles ne sont pas tout à fait adaptées à la réalité du terrain, quoi. Et aujourd'hui, ce sont les syndicats de police qui montent au créneau. À 3 jours du vote par l'Assemblée nationale du budget des forces de sécurité, l'un des principaux syndicats appelle à un mouvement national. On a décidé tout simplement de lancer un appel à tous les policiers de France. Et nous ferons donc une journée noire mercredi et les commissariats, entre guillemets, seront morts. Le syndicat appelle à ne répondre qu'aux appels d'urgence ce mercredi. Parmi les principales revendications, le paiement des heures supplémentaires ou encore le pouvoir d'achat. Donc concrètement, c'est quoi? Une augmentation, je dirais, d'environ 110 € de salaire immédiat. La résolution du stock des heures supplémentaires à travers son paiement, quelques 23 millions d'heures supplémentaires en stock avant même le début du conflit. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a fait savoir qu'il devrait rencontrer ces syndicats de police dès demain pour tenter de désamorcer le conflit. C'est bien sûr la mesure la plus marquante, la plus symbolique annoncée lundi dernier par Emmanuel Macron. C'est aussi la plus nébuleuse. Contrairement à ce que l'on avait cru comprendre, l'augmentation de 100 € net ne concernera pas tous les salariés payés au SMIC. Comment fonctionnera cette prime d'activité? Qui va en bénéficier? Alexia Mayer a tenté d'y voir clair. Dès le 5 février prochain, ils seront 5 millions à toucher la prime d'activité. Une prime versée sous condition de revenus. Tout fonctionne donc au cas par cas. Prenons l'exemple d'un salarié sans enfant bénéficiaire du SMIC. Aujourd'hui, il touche 1 188 € nets par mois de salaire minimum, plus une prime d'activité de 157 €. Dès l'an prochain, il bénéficiera de la réévaluation du SMIC. Son revenu passera à 1 204 € nets par mois, plus une prime de 241 €. Au total, son pouvoir d'achat sera augmenté de 100 €. Cette mesure ne concerne pas seulement les bénéficiaires du revenu minimum. Elle est élargie aux familles monoparentales avec un enfant à charge. Si le parent célibataire touche 2 000 € nets par mois, aujourd'hui, il ne bénéficie d'aucune prime. Demain, elle sera de 90 € par mois. Pouvoir d'achat augmenté aussi pour un couple avec 2 enfants à charge dont les revenus s'élèvent à 3 000 € nets par mois. Dès 2019, ils bénéficieront d'une prime d'activité de 180 €. Mais il existe un plafond. Il est de 2 889 € nets pour un couple salarié sans enfant. Si le revenu du foyer dépasse cette somme, ils ne pourront être éligibles à la prime d'activité.
Un coup de pouce de l'État qui n'est pas automatique. Les salariés devront se tourner vers les caisses d'allocation familiale pour faire leur demande et recevoir cette prestation. La France compte 1 600 000 salariés payés au SMIC. On vient de le voir à l'instant, un peu plus de la moitié, 55% verront effectivement leur revenu augmenter le 5 février prochain d'une centaine d'euros. Qu'en pensent les principaux concernés? Reportage à Narbonne, Florence de Juvigny et Audrey Guiraud. Depuis longtemps, il ne va plus au restaurant comme client, par plaisir. Kevin vient de se marier, mais avec ses 1 300 euros, 600 euros pour sa femme, tout est compté. C'est souvent qu'on saute le midi parce que financièrement, on ne peut pas non plus faire des grandes folies sur les courses. Et du coup, le week-end, vous faites quoi? Rien. Voilà. Chaque mois, après le loyer et les factures, il reste le même découvert, de 500 euros. Alors il continue de porter un gilet jaune, même si sa prime d'activité devrait augmenter de 100 euros. On ne rentre pas dans nos frais déjà au bout du 15 du mois, on est déjà découvert. Donc, donner 100 euros, c'est comme si donner une petite pièce, quoi. C'est rien du tout. Au final, je suis toujours à découvert. Un peu plus loin, cet employé de boulangerie gagne le SMIC, 1 185 euros net par mois. Ce matin, elle a commencé à 5 heures, trop tôt pour prendre le bus. Ça va mettre un peu de beurre dans les épinards pour le quotidien, un plein pour le mois, mais je ne vais pas partir en voyage l'été prochain, quoi. Pas suffisant pour qu'elle retire le gilet jaune derrière son pare-brise. Rester attentive à chaque dépense, se restreindre tout le temps, même pour sa fille, cela lui laisse un sentiment amer. Il y a beaucoup de promesses qui ne sont pas tenues. On tire beaucoup sur le peuple d'en bas. 1 185 euros net, c'est aussi le salaire de cet opticien en début de carrière. Mais lui vit seul et tous les mois, il parvient à économiser un peu. Je ne m'attendais à rien du tout. Donc ces 100 euros sont vraiment les bienvenus. Comme j'ai déjà tendance à manager mon budget correctement, effectivement, ça va devenir plutôt de l'argent de poche supplémentaire. Début février, 5 millions de foyers devraient bénéficier de cette hausse de la prime d'activité annoncée par Emmanuel Macron. Autre catégorie de Français concernés par les mesures annoncées la semaine dernière, les retraités. Dorénavant, 70% d'entre eux ne seront pas concernés par la hausse de la CSG. Mais attention, là encore, le diable est dans les détails. Si, en écoutant Emmanuel Macron, vous avez compris que la mesure entrerait en vigueur le 1er janvier, vous faites erreur. Anaïs Barthes et Olivier Stambach. Réunion hebdomadaire dans cette association de retraités. Ici, ils pensaient bénéficier d'un coup de pouce de l'État dès janvier, mais l'annulation de la hausse de la CSG est reportée à juillet prochain. Maintenant, j'ai des doutes qu'au 1er juillet, j'espère me tromper, je voudrais être optimiste, mais j'ai encore des doutes pour le mois de juillet. Déception aussi pour Magda. Elle touche 1 700 euros de revenus par mois. Concernée par la mesure, elle espérait un rapide regain de pouvoir d'achat. On participe à les comptes, on a dit oh, bah, ça y est, au mois de janvier, on n'aura plus le CSG. Ah ben non, tiens, maintenant c'est juillet. Et en juillet, on nous dira peut-être, ah ben non, finalement, ça sera peut-être en décembre. Alors non, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. Je suis désolée d'être comme ça, mais on est en colère. Une colère partagée par Michel, lui aussi concerné. Avec sa femme, il touche 2 700 euros de revenus par mois. Cette hausse nous a fait quand même très mal. Moi et mon épouse, on a perdu quand même 72 euros par mois. Donc faites le calcul sur l'année, ça nous fait pratiquement 800 euros donc de perte. Presque un mois de retraite de mon épouse. Cette remise, très bien, mais ce n'est pas suffisant. La hausse de la CSG subie par ces retraités en 2018, elle, ne sera pas remboursée. Mais l'an prochain, un tiers des retraités continueront à la payer, comme Nelly. Elle touche 2 300 euros de revenus par mois et paye 70 euros de CSG. Eh bien, je pense pas faire de voyage cette année. Pour mieux vivre, ces retraités souhaiteraient en priorité l'indexation de leur retraite sur l'inflation. Autre mesure annoncée lundi dernier, le chef de l'État avait invité les entreprises à verser à leurs salariés une prime totalement défiscalisée. On pensait que cela concernerait le secteur privé. Mais aujourd'hui, la SNCF et la RATP ont annoncé qu'elles allaient également récompenser leurs agents. Fabien Chadeau et Bruno Chastagnier. Ils travaillent dans des grandes entreprises publiques et ils auront eux aussi une prime exceptionnelle cette année.
À la SNCF, elle sera versée à 2 salariés sur 3, soit 100 000 personnes. 400 € pour ceux qui gagnent jusqu'à 27 000 € bruts par an et 200 € pour les rémunérations comprises entre 27 000 et 35 000 €. Le même système de prime sera appliqué à la RATP et là encore, les 2/3 des 30 000 salariés seront concernés. La prime sera exonérée de charges sociales et ne sera pas soumise à l'impôt. Dans le dispositif annoncé par Emmanuel Macron la semaine dernière, les entreprises pouvaient verser jusqu'à 1 000 €. Ce soir, les syndicats de la SNCF sont déçus. C'est pas du tout assez, ça rattrape pas 4 ans de gel salarial à la SNCF. On nous parle de préservation du pouvoir d'achat au travers de cette prime, de défense du pouvoir d'achat au travers de cette prime, alors qu'on nous annonce dans le même temps le gel des salaires, c'est quand même un peu hypocrite. Dans le privé, plusieurs grandes entreprises verseront aussi la prime la plus généreuse totale, 1 500 € à tous ces salariés basés en France, quel que soit le niveau de salaire. Michelin, Essilor ou encore Orange jouent eux aussi le jeu. Un montant variable en général pour tous les salariés rémunérés jusqu'à 3 000 € bruts par mois. Enfin, dans l'administration, les fonctionnaires, eux, n'auront pas de prime exceptionnelle. Ils bénéficieront en revanche, comme dans le privé, de la défiscalisation des heures supplémentaires. Bonsoir François Langlais. Bonsoir Gilles. Les mesures annoncées pour éteindre l'incendie des Gilets jaunes vont coûter, nous dit le gouvernement, 10 milliards. Votre estimation, c'est 12 milliards. Qu'importe, dirait-on. Dans tous les cas, la question est la même. Où est-ce qu'on va trouver l'argent ? Écoutez, selon le gouvernement, vous l'avez dit, il faut trouver justement 10 milliards d'euros sur cette somme. 2,5 milliards devraient être prélevés sur les grandes entreprises. 1,5 milliard devrait être économisé par l'État dans ses dépenses. Encore faudra-t-il qu'il nous dise où. Et le reste, c'est-à-dire au moins 6 milliards, parce qu'effectivement le compte du gouvernement semble un peu étroit, eh bien ça sera financé par le déficit, c'est-à-dire par la dette. Et cet endettement, c'est grave, docteur François, ou pas ? Écoutez, à court terme, non, on devrait trouver suffisamment d'investisseurs pour financer à bon compte l'État français. Mais cette poussée de la dette devrait quand même nous faire franchir 2 seuils préoccupants l'année prochaine. Le premier, le déficit va repasser au-dessus des 3% de la richesse nationale après 2 ans d'amélioration. La France présentera donc l'année prochaine l'un des plus mauvais résultats budgétaires aux côtés de l'Europe, aux côtés de la Roumanie. Alors que la moitié des pays membres européens sont à l'équilibre ou en excédent budgétaire. Et puis le deuxième seuil, c'est le montant emprunté par la France l'année prochaine qui va dépasser 200 milliards d'euros. 200 milliards, c'est 4 fois le budget de l'éducation nationale et ça fait de la France le plus gros emprunteur de la zone euro derrière l'Italie. Merci beaucoup François pour ces additions. Cela fait 1 mois, jour pour jour, que les Gilets jaunes ont lancé leur mouvement. Le nombre de manifestants a baissé au fil des jours. Ils ne sont plus que quelques centaines ou quelques milliers sur les ronds-points. Certains continuent le combat, d'autres, par lassitude ou parce qu'ils pensent avoir obtenu satisfaction, sont rentrés chez eux. Reportage à Caen, Guillaume Torel et Xavier Tauby. Noël approche, mais eux n'ont pas bougé. À 61 ans, Philippe est mobilisé depuis le premier jour. Ce couvreur en activité reste déterminé. J'irai jusqu'au bout. Si je pars en retraite demain, je ne peux pas vivre. J'ai 1 200 € si je pars en retraite. Donc on est 5 à la maison. On fait comment ? Malgré les annonces du président de la République, leurs revendications n'ont pas changé. Le retour de l'ISF, le pouvoir d'achat et qu'on ne touche plus aux pensions de retraite. Pourtant, avec les fêtes de fin d'année, certains pensent à ralentir la cadence des mobilisations. Effectivement, il y a un moment où la colère, elle monte. Hervé est retraité et il va prendre un peu de recul. Je pense qu'il serait raisonnable qu'on mène une petite trêve là pour Noël et jour de l'an. J'ai des petits-enfants qui ne sont pas dans la région, donc je vais passer un petit moment avec eux, effectivement. Mais si j'arrête, c'est pas par manque de conviction, hein. C'est juste parce que aussi dans la vie, il y a des choses qui sont importantes. D'autres ont déjà tombé le gilet jaune. C'est le cas de Mélinda. À 30 ans, cet agent d'entretien espère qu'Emmanuel Macron tiendra ses engagements. Je vais attendre de voir ce qui va se passer. C'est déjà un avancement. Après, on verra comment ça va se tourner, tout ça. Virginie soutient toujours le mouvement. Cette mère de famille n'a pas été convaincue par les annonces du gouvernement. Elle a tout de même stoppé les manifestations. J'ai mes enfants et tout, c'est pas évident non plus et je les emmènerai pas sur les lieux de rassemblement. Nous aussi, on doit préparer nos shopping, nos achats de fin d'année et puis c'est vrai qu'après il fait froid aussi. Si le mouvement semble pour le moment en perte de vitesse, beaucoup se sont déjà donné rendez-vous après les fêtes. Un mouvement qui est toujours ponctué d'actions violentes, de destruction et de saccage. Hier encore, des péages ont été incendiés à Narbonne et à Perpignan. Les sociétés d'autoroutes ont dressé un premier bilan des dégâts, sans doute plusieurs dizaines de millions d'euros.
Pour les commerçants, les communes, les assureurs, c'est aussi l'heure des comptes. Reportage Patricia Lémonière, Olivier Santiki et Laura Ada. 2 millions de véhicules sinistrés, 1000 commerces vandalisés en France selon les assureurs. Le 8 décembre dernier, le propriétaire de ce magasin avait fermé ses portes, mais la vitrine n'a pas tenu. On a retrouvé plein de pavés à l'intérieur, une dizaine, une quinzaine. Aujourd'hui, c'est l'heure des comptes, moins de 70% de chiffre d'affaires, sans parler des dégâts. On va être à plus de 40 000 euros de vitrine, donc c'est lourd. L'expert est passé vendredi dernier, il repasse cet après-midi, on l'attend, on croise les doigts un peu. Face à l'urgence, les compagnies d'assurance ont décidé de faire un geste envers les commerçants, mais aussi les automobilistes. On a décidé de ne pas faire payer les franchises pour les véhicules qui auraient été endommagés ou détruits, mais également pour les commerces. Ça peut être dans les 3, 4, 5 000 euros. Suppression des franchises et allongement des délais pour déclarer les dommages. Coût pour le secteur, 150 millions d'euros. Geste aussi des mairies comme à Paris, où les commerçants pourraient être dispensés de payer certaines taxes. Le dispositif d'aide que j'ai prévu ici à la ville mobilisera environ 1 million d'euros, voire un peu plus. Il y a aussi le mobilier urbain détruit qu'il va falloir remplacer. Dans la capitale, pour la seule journée du 1er décembre, les coûts s'élèveraient à plus de 3 millions d'euros avec une question: qui va payer? La société d'autoroute Vinci a déjà trouvé la réponse, les automobilistes. Tous ceux qui sont passés gratuitement, repérés par les caméras de surveillance, recevront une lettre de rappel. Bien insuffisant au regard des pertes évaluées à plusieurs dizaines de millions d'euros, avec des péages détruits à reconstruire, comme ici à Narbonne. Alors, y aura-t-il un 6e samedi de mobilisation? Assiste-t-on à la fin du mouvement des Gilets jaunes? Hélène Lecomte et ses chroniqueurs répondront à ces questions dans le grand dossier. Rendez-vous à partir de 20h50 sur LCI, canal 26. Voici un mot, plutôt un acronyme que vous avez aperçu sur les banderoles autour des ronds-points, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, réclamé par de nombreux Gilets jaunes. En clair, la possibilité d'exercer une forme de démocratie directe sur un grand nombre de sujets. Bonsoir, Alison Tassin. Bonsoir. On le sait peu, mais ça existe déjà depuis 2008. On appelle ça le référendum d'initiative partagée, le RIP. Ça date du quinquennat de Nicolas Sarkozy. De quoi s'agit-il? On avait tout oublié. C'est une possibilité qui n'a jamais été utilisée tant elle est complexe à mettre en œuvre. Pour un référendum de ce type, à l'initiative, il doit y avoir 185 députés et sénateurs, auxquels doivent s'ajouter 4,5 millions d'électeurs. Ensuite, ce type de référendum ne peut pas concerner tous les domaines. La proposition de loi doit porter sur une réforme politique, économique, sociale, environnementale ou d'organisation des services publics. Elle ne peut pas concerner la fiscalité ni être contraire à la Constitution. Autrement dit, revenir avec un vote sur la peine de mort, c'est non, car ce droit est inscrit dans la Constitution. La hausse du SMIC à 2 000 euros, là encore, c'est non, car son montant, il est fixé par décret. Enfin, les 80 km/h également, c'est non, car c'est une mesure réglementaire. En revanche, par exemple, l'âge de départ à la retraite, lui, pourrait être modifié par ce type de référendum. Merci beaucoup, Alison, pour ces explications très claires. Ce type de référendum existe déjà, avec quelques variantes, en Italie, en Californie et bien sûr en Suisse, depuis 1 siècle et demi. On appelle ça des votations et elles permettent aux citoyens de se prononcer sur des sujets très variés. Le montant du salaire minimum, l'achat d'avions de chasse par l'armée de l'air suisse, par exemple. Reportage à Lausanne, Thibaut Malandrin et Sébastien Maloiseau. Oui à la démocratie directe, non à l'Union européenne. Oui au contrôle des assurés par des détectives privés, non au minaret. Comme tous les mouvements politiques suisses, ce parti de droite se positionne lors de chaque votation. Chaque parti va prendre position par rapport aux valeurs qu'ils défendent. Chez nous, c'est l'Union européenne, puisque nous sommes vraiment contre l'adhésion à l'Union européenne. L'initiative populaire, un des piliers de la démocratie suisse. S'il obtient 100 000 signatures en 18 mois, n'importe quel citoyen peut obliger le Parlement à faire voter les électeurs pour ou contre une modification de la Constitution fédérale sur des sujets divers. Un système jugé très moderne par la classe politique.
La population suisse, elle a cette intelligence et elle a cette faculté de voter quand il le faut, d'approuver quand il le faut ou de refuser. Et justement, c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait la cohésion du pays. Les votations se déroulent 4 fois par an, sans lassitude des électeurs, malgré des thèmes parfois fantaisistes. Même si c'est des sujets un peu qui peuvent paraître complètement excentriques, quoi. Les cornes des vaches. Je trouve extraordinaire qu'on puisse voter pour une chose pareille. Allemagne se tape sur la gueule, la France, la même chose. En Suisse, encore, on est raisonnable. On se tape aussi, mais tout est pour moi. L'adhésion de la Suisse à l'ONU a été votée sur initiative populaire. En revanche, les Helvètes ont étonnamment voté contre la 6e semaine de congés payés et l'instauration d'un salaire minimum. Moi, j'étais vraiment déçu à l'époque. Les lobbies du patronat et des entreprises sont très forts en Suisse. Alors que le système politique suisse suscite de plus en plus d'intérêt de l'autre côté du lac Léman, en France, notamment chez les Gilets jaunes, il connaît paradoxalement ici une forme d'essoufflement. Les Suisses ressentent une certaine lassitude à devoir voter 4 fois par an. D'ailleurs, à chacune de ces votations, le taux de participation est relativement faible, 45%. C'est le rêve de 7 Français sur 10, mais il coûte cher. Pour acheter une maison, il faut souvent s'éloigner des grandes villes et s'endetter pendant plusieurs décennies. Depuis quelques années, des promoteurs proposent des maisons à moins de 100 000 €. Comment sont-elles fabriquées? Sont-elles solides? Répondent-elles à toutes les normes? Jean-Marie Bagayoko et Vincent Pierron ont enquêté dans la région de Troyes. Des centaines de pavillons flambant neufs, à perte de vue. Un peu partout en France, ces maisons à petit prix sortent de terre, 100 000 € en moyenne, le prix d'un rêve de plus en plus accessible. Ce couple de trentenaires est devenu propriétaire il y a moins d'1 an. Une maison près de Troyes, à 2 heures de Paris, leur ville d'origine. Mervyn, 34 ans, travaille pour une association sportive. Cindy, 31 ans, est professeure de danse. C'est plaisant, on se dit que tout ça c'est à nous. À deux, ils gagnent environ 2 500 € par mois. Mais ils ont pu s'offrir leur pavillon pour 104 000 €. À ce prix-là, tout est standardisé. Donc là, on arrive sur le salon. L'agencement des pièces est imposé. Qui est ouvert sur la salle à manger. Dans cette maison de 80 mètres carrés, il y a aussi la cuisine qui donne sur un cellier, qui donne aussi accès au garage. 3 chambres, une salle de bain, le tout sur un terrain de 60 000 € financé à taux zéro. On a pris le parti de prendre un terrain de 600 mètres carrés, ce qui nous permet d'avoir une belle surface derrière de jardin. Coût total, 164 000 € et un crédit sur 25 ans pour cette maison avec panneaux solaires. On avait un loyer pour un F2 qui montait à 620 €, charges comprises, alors qu'à l'heure actuelle, on rembourse un petit peu moins de 800 € pour une maison avec 3 chambres. Donc je pense que ça vaut le coup. Sur Internet, de nombreuses publicités vantent les qualités de ces maisons. Mais comment les constructeurs parviennent-ils à proposer des prix aussi bas? Dans la banlieue de Troyes, Claudine Royer coordonne les chantiers pour un constructeur. Alors on va regarder un petit peu où vous en êtes par rapport au plan. Première règle, le plan d'architecte est toujours le même. Un rectangle simple, basique et donc économique. Pour ce type de modèle qui est très compétitif et où on a environ 80 à 85 000 € maximum pour ce genre de maison, le client ne peut rien modifier. Simplement la couleur de la tuile, la couleur du crépi et le type de menuiserie. La charpente, toujours identique, est commandée au même fournisseur. 1700 achats cette année. On achète nos charpentes en disant auprès des fabricants qu'on va en acheter une grande quantité. Ça permet de faire baisser les prix, effectivement. Une économie de 300 € par charpente, gagnée par le client. Pour les parpaings, le carrelage, les menuiseries, les appareils sanitaires, même principe. Les commandes groupées réduisent la facture. Tout cela dans le strict respect des normes. Tous nos produits, ça c'en est un parmi tant d'autres, mais fabrication française. Mais la source d'économie majeure, eh bien, c'est la main-d'œuvre. Sur ce chantier d'une maison similaire, ces 2 artisans sont polyvalents. À 2, ils assurent les missions d'au moins 4 personnes. Ce jour-là, ils appliquent un enduit de lissage. Mais ces 2 ouvriers multitâches posent aussi les menuiseries et montent les cloisons intérieures. Vous avez passé la pieuvre électrique, oui. La pieuvre hydraulique. C'est ça.
D'accord. Résultat, Donc vous avez tout réalisé vous-même là. près de 3 000 € d'économie. Enfin, la construction va vite. 7 mois en moyenne, au lieu de 10 pour une maison traditionnelle. Donc vous connaissez ça par cœur? Oui, on connaît par cœur. Aucun chiffre ne montre des malfaçons plus nombreuses sur ces maisons. Au contraire, leur vente a progressé de 17% en 3 ans. Désormais, 1 Français sur 4 habite dans ces territoires, loin des grands centres urbains, mais pas encore à la campagne. Il se prépare déjà, il a rassemblé ses rennes, ressorti sa houppelande. Dans 8 jours, le Père Noël livrera ses cadeaux. 78 millions de jouets seront déposés au pied des sapins, mais gare aux contrefaçons vendus sur Internet. Plus d'1 million de produits ont été saisis par les douanes l'an dernier. Comment repérer les imitations? Peut-on se fier aux sites de vente en ligne? Patrick Ninine, Antoine Janon et Fabrice Maillard ont enquêté. Voici la prise du jour. Des jouets qui ont attiré l'attention de ce contrôleur. D'abord ce jeu à la mode, une contrefaçon grossière visible sur le paquet, et cette console de jeu de mauvaise qualité. Je ne saurais même pas l'ouvrir, c'est tellement mal emballé. Ce site est spécialisé dans la vente de produits neufs. Une fois la contrefaçon constatée, cet homme doit contacter au plus vite le client et alerter le vendeur qui écoule la contrefaçon. On va faire, en fait, on va analyser le produit. On va regarder si ça correspond effectivement à une contrefaçon. Si jamais on en a besoin, on va éventuellement rentrer en relation avec la marque aussi. Donc du coup, on va pouvoir aller en faveur du client et puis le rembourser. En cette période, il y en a beaucoup. En moyenne, 4 produits par jour sont bloqués parmi des dizaines de milliers de produits vendus sur le site. Là, par exemple, on a une fiche produit où on peut voir qu'il y a une figurine qui est d'un produit contrefait, donc d'un vendeur asiatique. On a réussi à l'attraper et c'est comme ça qu'on a pu supprimer l'annonce. En un an, les douanes ont saisi plus d'1 million de faux jouets, souvent vendus sur certains marchés ou les bazars à petit prix à une clientèle vulnérable et peu avisée. Et malheureusement, ce sont souvent les grands-parents qui se font avoir parce qu'ils sont moins vigilants sur le lieu d'achat. Et certains sont presque parfaits. Il faut aller dans les détails pour débusquer les copies. Dans ce laboratoire spécialisé à Lille, on réalise des tests poussés. Résistance au feu des tissus, composition chimique pour s'assurer qu'il n'y a pas de produits nocifs, ou encore test d'étirement pour la sécurité des enfants. Les peluches sont soumises à rude épreuve. On vient de vérifier que la peluche résiste aux efforts mécaniques. On a fait un test sur les yeux en tirant, vérifier qu'il ne se détache pas parce qu'un petit œil comme ça, c'est ingérable par un tout petit avec un danger d'étouffement. 3 règles pour se protéger. Vérifier l'étiquette avec le nom du fabricant, la provenance et le label de conformité. Préférez les jouets en grand magasin plutôt qu'aux vendeurs à la sauvette. Enfin, sur Internet, privilégiez les sites d'achat en ligne reconnus. Et les plus grands qui n'auront pas de jouets à Noël pourront se consoler avec des chocolats. Chaque Français en consomme en moyenne 1,5 kg pendant les fêtes de fin d'année. Comment sont fabriquées vos papillotes, vos truffes et vos ganaches? Laurent Delsol et Karine Bétain, grands lecteurs de Charlie et la chocolaterie, ont pu visiter les coulisses de la plus ancienne chocolaterie de France. Qu'il soit blanc, au lait ou noir, le chocolat est une tentation. Du l'onctueux, du croustillant, du croquant. C'est une histoire d'homme et de passion. Des notes réglisse très marquées. Oui. Un monde gourmand. Allez, par ici la visite. Nous suivons un groupe de privilégiés, car dans la plus ancienne chocolaterie de France, les portes ouvertes sont rares. Vous expliquer comment on va fabriquer un bonbon de chocolat. En cette période, la ligne de production fonctionne 24 heures sur 24. Et ce moule-ci, on va le retourner. La capacité du chocolat à s'écouler va faire qu'il ne va rester sur les bords que la quantité souhaitée. Sur cette chaîne de 300 mètres de long se succèdent des fours, des réfrigérateurs, pour obtenir un bonbon parfait. Mon chocolat, c'est qu'il va fondre à la température de votre bouche. Un yo-yo de température très précise pour ne pas louper la recette. Le savoir-faire du chocolatier est de l'amener à des températures de 27 degrés au moment du coulage. Et après, au moment du refroidissement, on va l'amener à peu près dans un frigidaire à 10 degrés, de manière à maîtriser complètement la cristallisation, c'est-à-dire la solidification du chocolat. L'automatisation est installée depuis 12 ans, ce qui a permis de multiplier par 3 la productivité. Vous voyez, en fait, c'est un système avec... Venez. Mais il reste toujours des machines, vieilles de plus d'1 siècle, comme ces torréfacteurs.
impressionnant. On voit que c'est une usine qui a vécu, qui a une histoire, et ça c'est fabuleux. Pendant ce temps, des lingots de pur cacao arrivent. Ils vont être broyés dans cette machine conçue par l'entreprise, mais nous ne sommes pas autorisés à la filmer. Il y a un vrai secret de fabrication puisqu'en fait on veut pouvoir fondre cette masse de cacao sans la monter à trop haute température où là on dissiperait de l'arôme. Chaque jour, 40 tonnes de cacao sont ainsi transformées, mélangées et affinées. Cette salle est le cœur de l'entreprise. Au final, les copeaux de chocolat mesurent 20 microns, c'est-à-dire 20 millièmes de millimètre, une précision nécessaire. Alors à 10 microns, il n'y a plus du tout de perception de la texture, donc on a une sensation très pâteuse à l'intérieur du palais. Et 40 microns, on a une texture beaucoup trop sablonneuse. Les copeaux sont ensuite pétris dans ces cuves pour se liquéfier naturellement. Cette pâte de chocolat est malaxée déjà depuis 2 heures. Il lui faudra encore 4 heures pour devenir complètement liquide. Mais pour certaines recettes, 17 heures sont nécessaires pour avoir la bonne texture. Les fèves de cacao. Elles sont l'âme du chocolat. Il en existe 3 variétés, cultivées dans 40 pays. Pour révéler leurs arômes, elles sont torréfiées. Je pense que c'est mieux. Ouais. Ici, dans le laboratoire en recherche et développement. On teste ici tout ce qui est niveau de torréfaction, donc avec des temps et des durées différentes, ce qui vont nous donner des profils aromatiques différents. Quotidiennement, cette équipe goûte les nouveaux essais. Tu nous amènes là ? Ça, c'est la Sao Tomé. Sao Tomé ? Donc vous avez Équateur, Sao Tomé et Côte d'Ivoire. C'est une invitation au voyage. Ouais, on sent bien ce goût de tabac. Tabac, réglisse, boisé, floral, un vocabulaire identique à celui du vin. Un parallèle entre le cacao et le vin, sur les notes de construction, sur tout ce qui est caractéristique des dégustations, avec des notes de tête, des notes de cœur et des notes de fond. 2000 assemblages mystérieux sont proposés chaque année. Cela permet de créer 200 nouvelles recettes. En interne, plusieurs chefs chocolatiers se régalent à tester. Il y a pas mal d'essais, entre 10, 15, 20, des essais en termes de tempérage, de texture. Ce jour-là, Anthony teste une recette bio, très tendance. On a vu une recrudescence de recettes au thé matcha sur la dernière année. Et puis les graines aussi. On a le mouvement, on va dire, vegan. Il y en a pour tous les goûts, toutes les saisons et toutes les formes. Sur cette chaîne, 2 millions de bonbons au chocolat sont produits quotidiennement. De quoi satisfaire notre péché mignon. Vous l'avez vécu en direct hier soir sur TF1, la victoire de l'équipe de France féminine de handball face à la Russie en finale du championnat d'Europe. Il y a quelques minutes, les Bleus ont apporté leur tout nouveau trophée à l'Elysée, 1 an seulement après avoir été sacrée championne du monde. Voilà, je vous retrouve dans un instant pour votre mag et pour la météo d'Evelyne Delia. Nous irons à la rencontre d'un homme passionné, issu d'une famille très modeste. José a découvert tardivement les plaisirs de la lecture. Cet autodidacte est aujourd'hui professeur de français dans un collège du Nord et vous le verrez, ça plane pour lui. A tout de suite. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.